Salut! J'ai envie de vous montrer un autre aspect des humains, tout ce qui touche les aspects psychologiques de différents individus, dans le but informatif. J'en fais pas une obsession envieuse, donc pour cette première vidéo de la série Mystère, je pense que je vais l'appeler comme ça. Je voulais vous parler rien de moins qu'un tueur en série américain qui, ma foi, j'ai trouvé son acharnement sur sa passion meurtrière très... Je vais vous raconter ça. Herman Webster Mudgett, ou bien plus connu comme H.H. Holmes. Cet homme est né le 16 mai 1860, donc ça remonte quand même à très loin. J'imagine pas ce qu'il aurait pu faire aujourd'hui dans notre ère moderne. Son pseudonyme professionnel duquel il était connu, c'était le Dr. Henry Howard Holmes. Ouais, ce qui fait peur là-dedans, là, c'est que c'est supposément un docteur. Vous allez voir, c'est assez creepy. Holmes est l'assassin d'environ au moins 200 clients dans son hôtel parce qu'il avait ouvert un hôtel pour ses clients. Il a ouvert ça à Chicago à l'occasion de l'exposition universelle de 1893 qui se trouvait à fêter, en fait honorer le 400e anniversaire de Christophe Colomb. C'est le genre de malade qui a avoué 27 meurtres sur les 200 suspectés. Sur les 27, seulement 9 ont pu être confirmés parce qu'en 1800 quelque chose, dans ces années-là, les moyens qu'on avait pour mener des enquêtes, faire des analyses et tout ça, c'était pas comme aujourd'hui. Je n'imagine pas ce qu'il aurait pu faire, lui, en tant que meurtrier, maladif, psychopathe, weirdos, avec les moyens d'aujourd'hui pour peut-être même pas se faire attraper, on sait pas. Bref, on fait référence à Holmes comme étant le premier tueur en série américain. Connu. Je vais vous mettre la photo du gars. Donc, c'est ce monsieur-là. Il serait né dans le New Hampshire. Il aurait tué toutes ses victimes dans la période entre 1888 et 1894. On voit que pendant ce temps-là, il a voyagé, il a résidé à différents endroits. Sur Wikipédia, on peut voir qu'il aurait fait des meurtres dans ces régions-là. Chicago, Illinois, Irvington, Indiana, Philadelphie, Pennsylvanie. Dans ce temps-là, c'était devenu une affaire vraiment publique qui avait attiré l'attention des gens de cette époque-là. Tout le monde en parlait, entre autres grâce à un article qu'un journal en particulier, plusieurs articles qu'il avait publiés. Et suite à ça, l'histoire a été seulement ravivée vers 2003 quand ils ont sorti un best-seller inspiré de cette histoire-là, de la vie de ce monsieur-là et de ses meurtres. Ce best-seller était en anglais et il a sorti en français en France seulement en 2011. Donc on en a quand même entendu parler plusieurs fois dans le cours des dernières décennies et ça a attiré mon attention. Je me souviens plus où la première fois que j'en ai entendu parler. Je crois que c'était en faisant plusieurs recherches qui menaient à d'autres recherches. Je suis tombée sur l'histoire de ce monsieur-là et par la suite j'avais vu aussi un reportage à la télé québécoise. J'ai découvert qu'un film a été fait en 2004 sur la vie de ce monsieur-là. C'est un film de style documentaire plutôt et aujourd'hui son nom, ce n'est plus le docteur machin 11, c'est plutôt devenu le docteur torture. Et c'est ce qu'il mentionne aussi dans le film. Bon, suite à ça, il y a eu d'autres ouvrages, d'autres livres, d'autres articles, bref, que les gens ont écrit à propos de ce monsieur-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait lui exactement? Ça va devenir très intéressant. Entre guillemets, c'est comme fascinant comment quelqu'un peut fonctionner dans sa tête et faire des plans et des gestes autant délibérés et autant fous. Parlons un peu de la jeunesse et la vie privée du Dr. Holmes. On va l'appeler Mudgett, qui est comme son nom de famille de naissance, avant qu'il se dore de ses titres de docteur et de ses surnoms. Donc Mudgett est né à Gilmanton, je sais pas si je le dis comme il faut, dans l'état du New Hampshire. Ses parents, Livy Horton Mudgett et Theodate Page Price. Je pense pas les avoir prononcés comme il faut, mais bref, c'est pas vraiment important. Et pourquoi donc ils ont des noms autant étranges, on peut dire? C'est parce que les parents, en fait, c'était des descendants directs des premiers pionniers de la région. Il était le troisième enfant de sa famille et tout comme ses frères et sœurs, Hélène, Arthur et Henri, il a reçu une éducation très stricte. Son père, supposément que c'était un père alcoolique et violent, il était agriculteur. Et sa mère était une fervente de la religion, en fait, méthodiste et lui infligeait beaucoup de principes de la Bible. Elle lui lisait la Bible à son fils aussi. Bon, petite parenthèse, les méthodistes, en fait, ça vient de l'église anglicane. C'est un courant du protestantisme, mais qui regroupe différentes églises diverses. Mais toutes les églises, en fait, toutes ces orientations diverses-là, trouvent leur inspiration à travers la prédication de John Wesley, qui était en fait du 18e siècle. Aujourd'hui, il y a encore 80 millions, à peu près, de gens qui se revendiquent être des méthodistes. Donc,
On revient à l'enfance de Mudgett. Bon, à ce qui paraît, il n'aurait pas eu une enfance très paisible, simple et innocente, comme c'est souvent le cas normalement dans la plupart des histoires de meurtriers ou de gens qui ont fait des choses affreuses. T'sais, genre ses parents n'hésitaient pas à les enfermer au grenier pendant toute une journée, puis sans manger avec interdiction de parler pour les punir. Fait que ce genre d'environnement familial-là, ça crée une certaine frustration qui se développe un peu en psychose au fil du temps. Quand on était jeune, il y avait peu d'amis. Et ça dit que le peu d'amis qu'il y avait sont morts alors qu'ils étaient en train de jouer tous les deux. J'ai pas trop de détails à ce sujet-là, mais ça crée un traumatisme. Puis là, je dis pas ça pour l'excuser, mais bien pour relater les faits. Il paraît que pendant son enfance, Mudgett aurait été forcé par ses camarades de classe, ce qui est assez bizarre en soi, de voir et toucher un cadavre humain après avoir appris sa peur envers le docteur local. C'est comme tous les enfants ont peur des dentistes, mais c'est assez glauque de faire ça entre camarades, puis aussi qu'ils ont trouvé un cadavre humain first. C'est vraiment étrange. Fait que ses camarades ont voulu emmener Mudgett là, pour faire cette petite initiation, cette petite moquerie, cette petite blague, dans le but de lui faire peur, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est le contraire. Mudgett a plutôt été fasciné. Malgré tout ça, il semblait quand même détaché de tout ça, de la mort. Ça le fascinait. Fait qu'il allait dans les bois puis il disséquait des animaux. Puis il les disséquait quand ils étaient encore en vie, là. Il les attaquait. Et à partir de là, il est devenu vraiment rapidement obsédé par la mort en général. Les autres enfants de son âge le trouvaient arrogant, il le tenait souvent à l'écart, tu sais, il se faisait malmener un peu. Dans son adolescence, vers l'âge de 16 ans, il devint un charmant jeune homme, donc il avait appris à charmer, élégant, poli, brillant et particulièrement flatteur. Donc, il a quitté la maison familiale à 16 ans, il est devenu enseignant un bout de temps, il obtient finalement son diplôme comme assistant pharmacien, puis il fabrique aussi un faux diplôme du département de médecine de l'Université du Michigan en 1884, parce qu'il voulait exercer en tant que médecin. C'est genre, ah, j'ai touché un cadavre, fascinant, je veux devenir médecin pour toucher des cadavres. C'est très glauque. En tout cas, pendant qu'il est à ses études, parce qu'il étudie quand même la médecine, même s'il s'est fait un faux doctorat, un faux certificat. Donc pendant qu'il étudie, il vole des corps dans les laboratoires et il défigure total. Puis il s'amuse à prétendre que des gens ont été tués accidentellement. Dans le but, et c'est là que je vous dis que c'est vraiment fascinant de voir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui planifie vraiment tout ça, parce que là, c'est vraiment du planning, là. Tout fait du sens dans ce qui achieve, ce qui... En tout cas, on se comprend. Dans le but de récolter l'argent des assurances de ces personnes-là décédées, parce qu'il avait souscrit des polices d'assurance sur chacune de ces personnes décédées. Il n'y a pas de suite là-dessus, c'est comme ça a l'air à passer inaperçu. Suite à ça, il obtient son diplôme. Ben, je sais pas si c'est son faux diplôme ou un autre diplôme, bref, il obtient un diplôme et il décide de s'en aller à Chicago. À ce moment-là, il avait dans la tête de poursuivre sa carrière en pharmaceutique. Donc, dès sa jeunesse, c'est là qu'il prend le nom de H.H. Holmes et c'est sous ce nom-là qu'il s'engage également dans plusieurs compagnies nébuleuses, dont dans l'immobilier et dans des affaires promotionnelles. Et il faisait plusieurs cajoleries. Et fouille-moi comment cet homme paraissait sain d'esprit, parce que en 1878, le 4 juillet... Le 4 juillet... C'est genre la fête des États-Unis, le 4 juillet. Fallait que ça tombe cette journée-là en plus. En tout cas, coïncidence. Mais bref, le 4 juillet, il épouse Clara Lovering dans le New Hampshire. Clara était une jeune femme de bonne famille et il parvint à la convaincre de financer ses propres études à lui. Ses études de médecine qu'il faisait à ce moment-là à l'Université du Vermont. Ils ont un enfant en 1880. Leur enfant s'appelle Robert Lovering Mudgett. Et à l'âge adulte, Robert, c'est pas rien, il devient expert comptable et le gérant de Orlando, en Floride. C'est pas un petit job d'étudiant, là. Donc j'ai vraiment l'impression que cette famille-là était quand même bien ressourcée, bien placée pour qu'ils réussissent à faire un planning autant diabolique du début à la fin et le faire perdurer comme ça et réussir ses démarches. Il devait quand même avoir une certaine intelligence, bien qu'il n'était pas sain d'esprit, et ses parents étant des descendants, des pionniers, et là son fils qui a quand même des grosses responsabilités, tout ça, donc je crois qu'il était vraiment très bien vu à cette époque dans la société. Mais, alors qu'il était encore marié, en janvier 1887, donc quelques années plus tard à peine de son mariage, il épouse Birta Belknap, je vais essayer de le dire comme il faut, je pense que c'est ça, Belknap en tout cas. Et l'affaire c'est qu'il était encore marié à Clara en fait. Il a épousé celle-ci à Minneapolis, au Minnesota, et ils ont eu une fille, Lucy Theodate Holmes. Donc, genre, il y a vraiment deux identités, là, ce personnage-là. Et bon, leur fille est née en juillet 1889, donc 2 ans après le deuxième mariage. Elle est née dans l'Illinois, et j'ai pas vraiment d'informations sur elle, sauf qu'elle devient enseignante. Bon. Pendant qu'il était avec Myrte, il a emprunté à un des membres de sa famille
un montant d'argent de 2500 pour pouvoir construire leur demeure à Wilmette. Je vais mettre une photo de la demeure ici, voilà, c'est quand même pas rien pour l'époque. Sauf que oui, il avait emprunté 2500 à un autre genre de la famille de la fille de Myrthe. Mais il avait aussi imité sa signature pour en obtenir 2500 de plus. Puis là, il craignait de se faire attraper. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité l'oncle en question sur le toit de l'édifice. On sait ce qui allait se passer là, sauf que le bonhomme n'a pas voulu y aller, parce qu'il a le vertige. La fausse signature a fini par être découverte, puis quand Myrthe l'a appris, elle a supplié son oncle de ne pas porter plainte. Ce qu'il a accepté de faire, de ne pas faire, en tout cas. Il n'a pas porté plainte. Par contre, il aurait dit, à ce qu'il paraît, si j'y serais monté sur le toit, la fausse signature n'aurait jamais été découverte, parce que j'aurais jamais remis les pieds dans la maison pour la découvrir et j'aurais pas été là pour m'en apercevoir. Il savait ce qui l'attendait. Aussi, le père de Myrthe déclara que Holmes avait essayé plusieurs fois de signer des actes de propriété à sa place pour essayer de s'en approprier, genre. Puis il a aussi dit qu'il avait essayé de l'empoisonner quand il avait découvert, avec son frère j'imagine, les faux papiers et tout ça. Holmes, il vit avec Myrtha et Lucie à Wilmette, c'est dans l'Illinois, et il passe la majeure partie de son temps à Chicago pour son travail. Il fait quand même une demande de divorce à Clara après s'être marié avec Myrtha. Je sais pas trop comment ça se passait dans cette région-là, les divorces dans ces années-là, mais je trouve ça étrange qu'il ait pu épouser deux personnes. Je pense qu'il y avait vraiment juste deux identités que les gens n'ont pas fait le lien. Donc quand il a abandonné Clara, parce que là, il avait tout pris l'argent qu'il pouvait lui prendre, donc il l'a abandonné pour aller terminer ses études à l'Université du Michigan. Donc Clara est partie de son côté refaire sa vie, on peut dire, avec son fils dans le New Hampshire. Voici la photo de Clara. Elle ne revit jamais son mari. Le divorce est finalisé en 1891, seulement soit 4 ans après le deuxième mariage. Et là, l'histoire se répète, parce que le 9 janvier 1894, il se remarie avec une autre femme, alors qu'il est encore marié à Myrtha, sa deuxième épouse. Il épouse Georgiana Yoke à Denver, au Colorado. Et pendant ce temps-là, il y a une liaison avec Julia Smith, qui est la femme d'un de ses anciens employés. Julia va devenir plus tard une de ses victimes d'ailleurs. On va y revenir. Puis là, ben, il y avait plus d'argent, l'argent qu'il avait volé à Clara, entre autres. Donc, c'est là qu'il a commencé à faire ses escroqueries d'assurance. En fait, Holmes Modjet, peu importe comment on l'appelle maintenant, possède en fait plus de 7 identités connues, supposément. Il embarquait d'autres camarades avec lui, et ça engageait que ce camarade-là devait se prendre une assurance à lui et se cacher, genre disparaître pendant un certain temps, pour que M. Holmes récupère son argent de la police d'assurance. Donc il était polygame, puis il a continué toujours ses escroqueries avec les compagnies d'assurance pour récolter l'argent. Holmes avait prévu à ce moment-là de cacher un de ses fameux cadavres et le faire passer pour le corps du camarade décédé. Ça a bien marché. Il a occupé un poste de gardien d'un asile là, pour un court laps de temps, mais il n'a pas vraiment aimé ça. Il a été embauché dans une pharmacie, sauf que, peu de temps après, un de ses clients qui avait pris une de ses préparations miracles est mort subitement, fait qu'il a quitté la ville. De retour à Chicago! Et là, on rentre dans le vif du sujet. Le château des meurtres. Là, ça devient super flippant, genre super mongol. En 1886, Holmes passe devant la pharmacie du docteur E.S. Holton. Bon, le monsieur Holton en question est atteint d'un cancer, fait que c'est sa femme qui s'occupe de la pharmacie. Donc là, monsieur Holmes, Modjet, machin chose, ce docteur fou là, il a des plans dans la tête. De plus en plus occupée, la femme qui s'occupe de la pharmacie et de son mari mourant engage Holmes pour l'aider. Il devient assistant. Et bien sûr, après quelques mois à peine, Holmes apparaît comme le parfait assistant. Il plaît énormément à Madame Holton. Le commerce ne cesse de s'élargir, de prospérer, et donc elle le nomme gérant. En 87, soit un an après, quand son mari est décédé, Madame Holton vend le commerce à Monsieur Holmes. Mais Madame Holton engage un avocat envers Monsieur Holmes qui ne paye pas ses dettes. Puis là, tout d'un coup, elle disparaît mystérieusement. Madame Holton manque à l'appel. Disparition. Alors que toutes les personnes, les gens s'intéressaient à savoir c'est pour quand le retour de Madame Holton, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là. Holmes faisait juste raconter qu'elle était partie en Californie, sans donner d'adresse, de numéro de téléphone, rien du tout. Ben oui, elle est en Californie voir sa famille, puis elle s'y plaît tellement qu'elle donne pas de nouvelles à personne, puis qu'elle planifie pas de revenir. Faites-moi confiance! Je vous le dis que c'est ça qui est arrivé! Non. Donc, il s'installait tranquille, hein, pendant que Miss est supposément en Californie. Puis là, en fait, il y avait des voisins qui sont venus s'installer. Je vais vous mettre la photo du couple, en fait. Non, c'est pas un couple, c'est mère-fille.
En tout cas, on voit pas grand chose sur la photo, donc vous voyez par vous-même. Donc il y a un couple qui était venu s'installer comme voisin et ils avaient tout de suite repéré Holmes et il a voulu séduire la femme, en fait la mère, et c'est devenu sa maîtresse. Donc c'était Julia et son mari qui avait une fille qui s'appelait Pearl. Et donc Julia devint la maîtresse. Je sais pas pourquoi tout était crédible dans ce temps-là, pour moi c'est très louche là. En tout cas, mais dans ces années-là, difficile d'arriver à une conclusion, je pense. Il a recommencé à faire ses escroqueries d'assurance et il s'est servi d'un autre cadavre pour arriver à ses fins. Herman a pratiqué, avant de déménager à Chicago pour travailler en pharmaceutique, a pratiqué un bout de temps la médecine à New York. Dans cette période-là, on s'entend qu'il faisait également la vente douteuse de remèdes, de médicaments et tout. Il y a même un médicament qu'il avait appelé le remède miracle H.H. Holmes. Ça là, c'est un remède qui faisait des tests qu'il mettait au point pour pouvoir utiliser sur ses victimes plus tard. C'était de la bullshit totale. Il a fait un peu d'enseignement, toujours dans le coin de Chicago. Il a enseigné un peu dans un des comtés de la région de Chicago et il était logé, j'imagine gratuitement, je suis pas certaine, par un fermier agriculteur. Puis c'est là qu'il a séduit la fille de ce fermier-là qui était... Qui était qui? Attends. Et là, j'ai comme pas les noms, c'est assez dur de le suivre dans ses conquêtes amoureuses. Mais il a réussi à séduire la fille de l'agriculteur, puis à s'enfuir comme ça, une bonne nuit, et disparaître. Puis il l'a laissée avec des factures impayées, puis enceinte. C'était une de ses maîtresses, là. Je sais plus laquelle exactement, le nom est pas mentionné, mais c'est pas un détail très important dans l'histoire, on voit quand même son pattern. Ensuite, Holmes achète un terrain quand même assez audacieux puisqu'il se situe en face de la pharmacie où il y construit un édifice de 3 étages que les gens du voisinage surnomment le château. Je vais essayer de vous mettre une photo ici si j'en trouve pas bien. Je suis désolée, mais je pense que je vais en trouver. Et ça revient à ce que je vous disais au départ, c'est cet édifice qui est ouvert comme hôtel lors de l'exposition universelle en 1893. Une partie de la structure est utilisée pour des fins commerciales. Le rez-de-chaussée du château comprend la pharmacie qui a été relocalisée. Il prévoit tout. Puis d'autres magasins, alors que l'étage au-dessus, en fait les 2 étages après, abritent les bureaux de M. Holmes lui-même, ainsi que plus de 100 chambres. Et là, ce qui est très flippant, c'est que les chambres ne comportent aucune fenêtre, avec des portes qui s'ouvrent sur des murs de briques, des couloirs avec des angles étranges, des escaliers qui mènent nulle part, des trappes, des portes qui s'ouvrent seulement sur l'extérieur, des tuyaux d'arrivée de gaz, ainsi qu'une foule de constructions très étranges, beaucoup trop longues pour les énumérer, et même on va sûrement passer à côté de certains aspects qu'il a vraiment planifiés durant la construction, et aussi des labyrinthes. Ouais. Évidemment, 11, pour pas qu'il y ait de suspicion à travers la population, 11 change de constructeur tout le temps. Parce que il voulait pas que les constructeurs, que les gens aient des doutes sur quoi que ce soit, mais il voulait aussi être le seul à comprendre, à savoir exactement comment la maison en entier est disposée. Donc il faisait travailler un constructeur sur une partie, un moment, il changeait une autre partie, comme ça personne n'avait vraiment le portrait global, puis personne comprenait où ça s'enlignait. Après la fin de la construction de son hôtel, en juin 1891, il a vendu sa pharmacie, puis là il s'est installé au château, et il s'est mis à accuser sa femme d'adultère. C'est-à-dire Julia, je pense, c'est ça? Non, c'est Julia, c'était ça. Et donc, le mari de Julia, il a abandonné son domicile conjugal, puis il a demandé le divorce. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? La jeune femme est emménagée chez Holmes. Son amant est resté là jusqu'à temps qu'elle apprenne qu'elle était enceinte. Ben oui. Fait que là, Holmes, il l'a comme manipulé en disant qu'il l'épouserait si elle se débarrassait de son bébé. C'est très cru, hein? Puis, il faut savoir que Holmes s'était déjà lassé de Julia à ce moment-là. Puis, comme excuse, étant donné que dans le temps... c'était encore plus mal vu qu'aujourd'hui, je pense, à ce niveau-là. Il avait dit qu'on n'a pas le choix de s'en débarrasser du bébé parce qu'il est issu d'une infidélité. C'est con, alors que c'est lui qui faisait l'infidélité. En tout cas, vraiment manipulateur. Puis là, évidemment, monsieur est médecin, puis monsieur a des pièces de dissécation, puis tout le kit. Ouais, je vais en venir, si j'en ai pas encore parlé dans la vidéo. Je suis plus sûre dans quel ordre je vais vous présenter ce montage. Mais bref, et là, pour l'avortement du bébé, il avait emmené sa femme, sa maîtresse en tout cas, dans une pièce secrète pour pouvoir pratiquer l'avortement. Et ça s'est passé la veille de Noël 1891. Ouais. Il l'a endormi au chloroforme. Sauf que Julia, elle s'est jamais réveillée. Ben non, en fait, il l'a tué. Quand il a eu fini de tuer le bébé et Julia, il a fait la même chose avec Pearl, qui était sa fille, la fille de Julia en fait. La fille qui avait déménagé dans le voisinage au départ avec eux. Il a même pris la peine de mentionner un détail, que pendant qu'il finissait son travail, son œuvre, que son horloge sonnait minuit. Et c'était donc le matin de Noël.
pile Noël. Et il a décidé de disposer des corps immédiatement, genre à Noël. Pourquoi pas? Holmes choisit ses victimes et la plupart parmi ses employés, la plupart des femmes. Aujourd'hui, ça se ferait tellement pas, à moins qu'il y ait des ripoux complices dans la gamique, mais dans le temps, pour ses employés justement, il avait demandé à la plupart, si c'est pas tous ses employés, de leur fournir leur police d'assurance vie afin qu'ils soient le bénéficiaire. C'était une obligation puisqu'il allait leur payer leur prime d'assurance. Ces victimes, ça inclut aussi des amis de cœur, donc c'est liaisons, et aussi des touristes qui venaient loger dans cet hôtel. Comment il procède? Ben, il les torture puis il les tue. Certaines de ces victimes étaient comme enfermées dans des pièces complètement isolées, complètement fermées, avec des lignes de gaz qui permettaient à Holmes de les asphyxier quand il voulait, au moment qu'il voulait, en attendant de les torturer, faire ce qu'il veut avec. Les chambres étaient bien sûr insonorisées. Il y en a d'autres qui ont été enfermés dans un énorme coffre-fort, insonorisé aussi. Puis ce coffre-fort se situait près du bureau de Monsieur Holmes. Tu sais, genre, il travaille, puis il sait que le coffre-fort est juste à côté, puis qu'il y a une femme dedans en train de suffoquer petit peu par petit peu. Les corps des victimes étaient directement jetés dans le château par une chute secrète vers le sous-sol, où certains corps d'ailleurs sont minutieusement disséqués. Et là, minutieusement, c'est important, parce qu'il y avait un but. Son but, c'était de s'améliorer comme tueur. Ensuite, elles étaient écorchées et transformées en modèles squelettes pour les vendre à des écoles de médecine, des choses comme ça. Holmes pratique aussi la crémation, c'est-à-dire il brûle des corps, ou bien il les place dans un endroit servant à produire le cuir pour destruction. Holmes possédait également 2 fournaises géantes, des bacs remplis d'acide, des bouteilles de différents poisons et même un appareil de torture servant à étirer le corps humain. Il y avait aussi des judas qui étaient dissimulés derrière des miroirs sans teint par lesquels il était possible d'observer ce qui se passait dans les chambres de ses clientes. Et les lames du parquet, ça c'est assez fou, étaient recouvertes de contacts électriques qui étaient branchés à un espèce de tableau indicateur qui était installé dans le bureau direct du docteur Holmes. Personne ne pouvait bouger sans que le docteur en soit averti. Là. Il était au courant de tout, il contrôlait absolument toutes ses victimes. La façon que c'était fait, là, Holmes il pouvait assassiner ses victimes dans n'importe laquelle de ses pièces. C'était prévu et puis il pouvait facilement s'en débarrasser à partir de là. Donc ça aussi c'était prévu. Il y avait un monte charge et 2 conduits qui traversaient les étages au complet puis qui venaient au sous-sol. Ce qu'il faut savoir là, c'est que il avait vraiment pas l'habitude de payer ses affaires lui. Parce que son château, il était genre impressionnant pour les gens autour qui le voyaient puis qui l'avaient surnommé le château justement. Mais il avait tout érigé comme ce bâtiment-là, il avait tout construit à crédit. Et donc, après plusieurs paiements qui ne se faisaient pas, les genre des huissiers, c'était pas des huissiers en ce temps-là, mais genre les personnes responsables de ça sont allées pour venir récupérer des biens pour se refaire payer. Sauf que Holmes, il avait déjà prévu que ça pourrait arriver parce qu'il savait qu'il paierait pas, tu sais. Donc avec un genre d'associé, il avait tout empaqueté, les meubles, tout entassé dans une pièce fermée, pas de fenêtres, avec du ciment. Donc la pièce était indiscernable. Donc quand les gens sont venus pour fouiller, pour aller récupérer des biens, des meubles, ben ils ont rien trouvé. Fait que pour se défendre, Holmes il disait ben ça m'a jamais été livré. Puis là, peu de temps après, ben il s'est fait acquéreur. En fait, il a fait venir un énorme coffre-fort qu'il a mis comme proche dans son bureau. Évidemment, il l'a jamais payé non plus. Je vais vous parler de ce coffre-fort là plus tard, parce qu'il avait son utilité morbide. Sauf que quand il a voulu le récupérer, son coffre-fort, là, le monsieur qui se rendait compte qu'il se faisait pas payer, ben, sur place, il s'est rendu compte que, genre, Holmes avait refait une porte plus petite pour plus que le coffre passe dans la porte. Et là, l'homme voulait le ramener quand même, son coffre-fort, puis Holmes l'a menacé de le poursuivre pour dommage à son bâtiment, si jamais il ferait ça. Fait que le coffre est resté là. On n'est pas trop sûr de quand, mais il a rencontré une autre femme, parmi tant d'autres, avec son charme, qui s'appelait Emeline Sigra. Puis elle travaillait comme sténographe. Ça, c'est comme une écriture, on appelle ça l'écriture de docteur. Aujourd'hui, j'ai déjà fait de la sténographie en passant. Donc, c'est des espèces d'écriture avec des virgules, puis des parenthèses, puis des points, là. En tout cas. Fait qu'elle travaillait comme sténographe et il l'a embauchée comme secrétaire. Il l'a courtisée, puis ensuite il l'a demandé en mariage. Elle a accepté, mais avant de se marier, au bout d'un certain temps, ses sentiments pour lui commençaient à changer. Fait que là, elle a parlé de le quitter. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Holmes, qui se faisait appeler Airman, dans ce temps-là avec elle, en tout cas. Il l'a emmené dans une de ses pièces là, de bureau. Et à ce moment-là, on est dans les premiers jours de décembre 1892. Il lui dit « Ah, viens dans mon bureau, là, de façon vraiment très innocente, pour venir récupérer un dossier qui était en fait dans son coffre-fort. » Dès qu'elle est entrée, il a refermé la porte et il avait versé de l'acide dans le fond de son coffre-fort. Fait qu'elle est morte de cette manière-là. C'est affreux, sérieusement, c'est dégueulasse. Mais ce qu'il avait pas prévu, c'est qu'elle avait laissé son empreinte sur la porte. On voyait clairement qu'elle avait été assassinée à cet endroit-là. Puis aux gens qui posaient trop de questions puis qui étaient vraiment étonnés qu'elle avait comme disparu,
ben il disait une autre connerie, qu'elle avait été épousée Robert Machin, en tout cas un monsieur de Chicago. Peu de temps après ça, c'est vraiment fucké là. La famille de Emmeline a reçu un faire-part pour les aviser qu'elle s'était mariée le 7 décembre, genre juste avant de crever. Fait que là, le journal a comme parlé de ça, de cet événement-là, puis il a reçu des félicitations de ses amis, puis tout ça, puis quelques semaines plus tard, une école médicale a reçu un squelette. On se demande c'est qui. Et à travers les nombreux contacts qui s'étaient faits en étudiant la médecine et tout, il vend facilement les corps pour des études pour la médecine, ces choses-là. Même chose pour leurs organes. En fait, les squelettes et les organes des corps. Dans d'autres de ses victimes, il avait invité une dame qui s'appelait, je vais mettre sa photo ici, Mimi Williams, qu'il avait connue lors d'un passage à Boston. C'était une riche héritière texane et il lui a simplement proposé de venir séjourner chez lui à Chicago. Et puis bien, elle a accepté. Elle tomba amoureuse et elle écrivit à sa sœur Anna régulièrement. Puis elle lui expliquait toute la patente, comme quoi elle avait des sentiments pour lui, qu'elle était amoureuse, blablabla. Sauf que là, il s'appelait Harry Gordon à ce moment-là. Une autre de ses identités, là. Sauf que Anna, elle s'était pas réjouie en apprenant cette nouvelle-là par sa sœur, elle était au contraire méfiante. Elle craignait que ce monsieur Gordon, qui se faisait appeler, qui était pas l'homme qui semblait être. Fait que là, monsieur Gordon, qui était effrayé que la fille ait des doutes, que ça mette à terre tous ses projets, il s'est marié précipitamment avec Mimi, avec un faux prédicateur en plus, et il a demandé à sa jeune femme d'inviter sa sœur Anna pour pouvoir faire plus ample connaissance et qu'elle puisse juger par elle-même comment il était un bon garçon! Donc, à un moment donné, en été, Anna, elle se fut remarquée autour de l'hôtel en question, du château. Et puis là, quelques semaines plus tard, Harry Gordon, alias le docteur fou, proposa de partir en Europe. Donc, Anna écrivit une lettre à sa tante pour dire que son beau-frère, elle et sa sœur partiraient en voyage à New York, et puis à Londres, Puis à Paris aussi. et elle disait que si elle s'y plaisait là-bas, qu'elle voulait étudier les beaux-arts là-bas. Évidemment, c'est ce que ça disait dans la lettre, mais ce qui suit laisse sous-entendre que c'est lui-même qui a écrit la lettre à sa place. Parce qu'elle dit aussi que mon beau-frère Harry fait dire que si vous avez plus de nouvelles de moi pantoute, c'est normal! Ne vous inquiétez pas, il va prendre soin de moi. Lol. Fait qu'avant de partir, Harry, sous le pseudo du docteur, il disait aux femmes qu'il y avait quelques affaires à régler avant, puis qu'il avait besoin d'aide. Fait qu'ils envoyaient chercher des papiers dans une pièce. Quand elles sont entrées, la porte serait fermée. Même scénario, personne ne revit jamais les sœurs Williams. Dans les victimes qu'il a tuées, parfois il procédait vraiment de différentes façons, mais il prenait vraiment un plaisir à les torturer. Puis ça allait selon son humeur. Un esti de troll, quoi. Les empoisonner, les asphyxier, les mettre dans des chambres qui se remplissaient de gaz, les enfermer dans son énorme coffre, prendre plaisir à les écouter, genre se plaindre de souffrance, les écouter en train de crier quand ils suffoquaient. Avant de tuer, souvent, il demandait des lettres à ses victimes. Il demandait qu'elles écrivent à leurs parents, à leurs amis, peu importe. Parce qu'il voulait qu'elles leur disent que c'était rendu à l'hôtel, mais que là, elle était super loin ou qu'elle était partie faire autre chose, tu sais, pour vraiment éloigner les soupçons de son hôtel, au cas où ses proches, les proches des victimes sauraient qu'elle était allée à cet hôtel. Puis comme ça aussi, ça retardait la déclaration de disparition de la part de leurs proches qui ne doutaient pas immédiatement qu'elles avaient disparu. Entre autres, parmi les victimes, il y avait 2 femmes qui étaient venues, qui étaient hébergées chez lui, dont une qui était enceinte, à qui il avait promis de les héberger gratuitement si elles acceptaient d'écrire une fucking lettre. À peine avait-elle signé, parce que c'était des contrats là, il était fou là, sérieux, qu'il les a assassinés. Puis ça, c'est dans sa confession, une de ses confessions. Il a dit ces paroles, et là je vais citer. C'était 2 morts particulièrement tristes, parce que à la fois ces femmes étaient exceptionnelles, droites et vertueuses, parce que Madame Sarah Cook, si elle avait vécu, serait bientôt devenue mère. Ben oui. De la petite pépine. Toujours dans sa déclaration, il dit qu'à un moment donné, il avait reçu la visite de la police dans l'année 1893 parce que son nom avait ressorti dans une affaire de fraude de fausse monnaie. Un autre truc dans lequel il était impliqué. Puis là, pendant la visite, les policiers avaient remarqué genre des paquets. Puis tu sais, c'était louche. Mais en fait, ce que contenaient ces paquets-là, c'était des morceaux de corps humain. Mais ça, la police s'en est jamais douté, tu sais. Puis là, ils ont demandé c'était quoi le contenu de 2 tonneaux en particulier. Puis Holmes lui a fait la réponse que simplement c'était autre chose. Et tout de suite après que les policiers soient partis, il a commencé à les brûler. Peu après la visite des policiers chez lui pour l'affaire de Fausse Monnaie, il épousa une autre femme, Georgiana. Là, pendant ce temps-là, il y avait une autre maîtresse qui a tué aussi parce qu'elle a disparu mystérieusement. C'était une de ses employées. Holmes est capturé et arrêté. Là, dans les années comme 1894, l'économie a connu une période de récession, ça allait pas bien.
Donc, il a décidé de mettre feu à une partie de son propre château pour faire une passe d'assurance et pouvoir recevoir de l'argent, ce qui n'a pas marché. Parce que la compagnie d'assurance, après les enquêtes, ont déclaré que l'incendie, en fait, avait pris feu à 6 endroits différents. Donc, c'était clair que ça avait été allumé volontairement. Holmes est paniqué, il s'enfuit, mais peu de temps après, ben, il a réapparu à Fort Worth, au Texas, avec son ami, un de ses fidèles, là, je sais pas trop, avec qui il faisait des escroqueries, j'imagine, parce que c'était là où il avait hérité de l'argent des 2 sœurs qu'il avait tuées. Donc, il a songé à construire un nouveau château. Sauf que la famille des 2 sœurs là, se montrait vraiment pas hospitalier, donc il a décidé de s'enfuir à cheval. Et oui, on en vient à son arrestation. Finalement, en juillet 1894, Holmes est arrêté à Chicago après avoir été traqué depuis Philadelphie par une agence de détectives. Sauf que il est détenu à ce moment-là pour vol de chevaux sous une de ses identités autres qui s'appelle Howard. Donc il est libéré, il a été dénoncé par Marion Edgepet. Oh mon dieu, Edgepet. Bref, c'est un compagnon de cellule qui n'a pas touché sa part dans une des escroqueries. Et donc c'est lui qui a révélé à la police le vrai nom de Howard, le voleur de chevaux. Marion, c'était un voleur de train. Il purgeait une peine de 25 ans. Et il avait concocté un plan, en fait Holmes avait concocté un plan de genre 10 000 $ parce qu'il voulait prendre une assurance vie sur lui-même puis genre faker sa propre mort. Et c'est là qu'il promit à son co-détenu, Marion, 500 $ parce qu'il voulait avoir le nom d'un avocat de confiance pour faire ce coup-là. Fait que Marion lui a donné le nom d'un avocat. L'avocat a trouvé l'idée brillante. Sauf qu'une fois que c'était accompli, la compagnie d'assurance a trouvé ça bizarre. Elle était méfiante, donc elle a refusé de payer. Fait que Holmes, il a juste comme pas insisté, puis il a décidé de refaire la même chose, mais avec son complice, Benjamin Pitzel, que vous avez vu juste avant. Lui a accepté de simuler sa propre mort, parce que sa femme pourrait ainsi récolter le 10 000 $ d'assurance et le partager. Le partager avec Holmes, en fait, et l'avocat. Ça devait se faire à Philadelphie. Benjamin Pitzel devait jouer le rôle d'un autre gars avec un autre nom, un genre d'inventeur qui allait être défiguré dans l'explosion de laboratoire qu'il avait planifié de faker. Là, ben, Holmes, il devait trouver un cadavre, parce que pour ça, faut bien qu'ils disent qu'il est mort, fait faut qu'il trouve un cadavre. Pas n'importe lequel cadavre non plus, faut que ça soit ressemblant. Bon, pour se faciliter la tâche, il a assassiné Benjamin Pitzel, il l'a fait brûler vif, puis il a préparé la scène. C'est en septembre 1884, un des voisins qui a découvert le corps de M. Pitzel, mais qui portait à ce moment-là une fausse identité, le visage méconnaissable. Puis même si pour le médecin légiste, il y a des détails qui paraissaient douteux, parce qu'il y avait des traces de chloroforme dans le corps, mais la police conclut quand même à un accident. Holmes est retourné auprès de Madame Pitzel pour lui expliquer que son mari s'était réfugié à Montréal, au Québec. Et en compagnie d'une des filles de Pitzel, ils sont allés comme reconnaître, confirmer le corps, le cadavre, l'identité. La veuve a de ce fait récupéré 10 000 $ de l'assurance. Sauf qu'en octobre 1894, il y a son ancien compagnon de cellule, M. Marion, il a contacté le gardien parce qu'il voulait faire part d'une histoire étrange. Parce que là, lui, en prison, il avait entendu dire que la fraude qu'il avait essayé de reproduire, que c'était un succès. Fait que là, il était frustré de ne pas avoir jamais eu ces 500 $ qui avaient été promis au départ pour la recommandation d'un avocat lors de la première tentative. Fait qu'il voulait se venger puis le dénoncer. Je vais vous mettre une photo de Marion et de Frank, un détective privé dont je vais vous parler à l'instant. Donc, après que Marion ait témoigné, la compagnie d'assurance a demandé d'enquêter sur l'affaire. Et le détective, c'était Frank Gaillard. En tout cas. Fait qu'il était à la recherche de M. Holmes, de M. Pitzel, qui croyait qu'il avait faké la mort, et de ses 5 enfants, mais sans pouvoir en trouver aucun. Fait que le détective a interrogé des témoins, puis il s'est rendu compte, à travers les témoignages, que M. Holmes avait séparé la mère de certains de ses enfants parce qu'il avait recommandé de l'accompagner à Chicago sous prétexte de les réunir. C'est tordu, là. Là, il a fait monter séparément sa propre femme, qui savait fuck all de ce qui se passait, ses enfants, les 3 enfants, en fait, séparément, et Madame Pitzel dans le même train. Fait qu'ils sont montés dans le même train, sans que jamais ils se rencontrent. Ils les avaient amenés à Cincinnati et les avaient installés dans des hôtels différents, et ils les visitaient tour à tour. Monsieur Holmes et Madame Pitzel semblaient s'être évaporés, mais l'enquêteur a quand même réussi à retrouver la trace de Monsieur Holmes. Monsieur Holmes s'était réfugié dans un endroit de Indianapolis, un petit chalet, avec les 3 enfants. Dans cette maison-là, ils ont découvert les dents et les os du jeune Howard Pitzel dans une cheminée, parce qu'apparemment son meurtrier avait comme découpé son corps avant de le brûler. L'enquêteur a suivi la piste jusqu'à Détroit, puis jusqu'à Toronto. Puis là, ça s'est arrêté et il l'a perdu de vue complètement. L'enquêteur est en désespoir, donc ils ont fait un appel à témoins qu'on appelle dans les journaux. Puis il y a quelqu'un qui répondait à l'annonce en disant qu'il trouvait le comportement d'un de ses locataires très louche. Quand que le détective, l'enquêteur, qui a découvert les corps de Alice et Nellie
Pitzel, qui était enterré dans une cave. Le détective a compris que le tueur voulait vraiment se débarrasser de toute la famille. Et c'était vrai, évidemment, parce que Holmes craignait que Alice, qui avait comme 14 ans, craignait qu'elle ait reconnu le corps de son père lors de l'identification, fait qu'il avait décidé de régler le problème. Il avait tué les deux jeunes filles en bas, les enfermant dans un grand coffre. Il l'avait rempli de gaz et il avait coupé les pieds de Nellie, parce qu'il pensait que comme ça, la police pourrait jamais l'identifier. Les corps ont été dans un tel état que lorsque Carrie Pitzel, là j'étais un petit peu perdue dans les membres de la famille, mais bref, une madame qui restait de cette famille-là est appelée pour identifier les filles. C'était ses filles à elle. Elle a juste reconnu sa fille Nellie à cause de son épaisse tresse brune. C'est fou, là. Je vais vous mettre la photo des trois enfants, Alice, Nellie et Howard. Il est donc arrêté en novembre 1894 à Boston parce que, entre la première arrestation, il était comme sous mandat pour le vol des chevaux. Par la suite, une information intéressante survient. Le gardien du château, donc de l'hôtel du docteur Holmes, qui est maintenant en prison, raconte qu'il n'a jamais pu nettoyer les étages supérieurs du château. Genre, il n'a jamais été autorisé, là. Donc, les enquêteurs commencent à mener des investigations pour finalement découvrir tous les éléments de torture, les méthodes utilisées de la part de Holmes pour tuer et torturer ses victimes dans le château. Ils découvrent également la façon que Holmes avait de faire disparaître ses corps. En août 1895, donc un an plus tard que cette révélation, un incendie d'origine inconnue ravage le château en tant que tel et actuellement, le bâtiment est occupé par United States Post Office. Et oui, un bureau de poste sacrément. C'est un peu vague, mais comme je vous disais au début, le nombre des victimes de M. Holmes est estimé à entre 20 et 100 victimes, mais possiblement plus de 200. Parce que là, il se base ensuite sur des faits, des témoignages de l'époque, sur des personnes disparues, des gens qui ont été interrogés, des voisins de Holmes, du monde qui ont déclaré avoir vu Holmes plusieurs fois rôder, se promener avec des jeunes femmes, puis qu'ensuite, il n'ait jamais vu ces jeunes femmes-là ressortir de chez lui. Donc, sûrement, et en fait assurément qu'il y a d'autres victimes qu'on ne saura jamais, en fait, on ne pourra pas savoir le nombre exact de personnes qu'il a torturées, qu'il a tuées. Selon la police, officiellement, le nombre de victimes serait 27, parce qu'il y en a avoué 27. Mais sur ces 27, parce qu'on sait que M. Holmes, à un moment donné, quand tu te fais arrêter, puis que, ben, tu sais, c'est comme, on sait très bien comment ça va finir, c'est peine perdue pour lui, ben, avouer, c'est comme un peu se vanter de ses exploits, donc il a avoué 27 meurtres. Mais 9 ont pu être confirmés parce que j'imagine que les restants humains, tout ça, ils n'ont pas retrouvé tous les corps, ils n'ont pas eu assez d'éléments d'analyse dans ce temps-là pour, genre, identifier aussi. Parce que les corps retrouvés étaient dans un état de démembrement incroyable, quasiment improbable, que c'était trop difficile de vraiment identifier à qui et combien de corps il y avait. Sauf qu'une petite corrélation, c'est que parmi ces victimes-là, on dénombre beaucoup de femmes blondes. Il y avait aussi par contre quelques hommes et des enfants quand même. Faut savoir, parce que je suis pas entrée dans les détails, mais je vous invite à aller voir soit le film documentaire à ce sujet ou d'autres trucs qui ont été écrits à propos de l'histoire de Holmes. Je vais peut-être mettre quelques liens dans la description en barre d'infos de cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup plus de détails aussi au niveau de ses talents, de ses habiletés, de ses études qu'il a fait au niveau de tout ce qui est médecine, pharmaceutique et tout ça, parce que il tuait beaucoup, puis il disséquait beaucoup avec précision. Tu sais, je vous avais dit que c'était important ce mot-là parce que pour lui, c'était comme... Il savait ce qu'il faisait, il savait où couper sur le corps, il savait quoi donner pour avoir tel effet, puis il faisait un peu des études comme on fait sur les souris, mais genre sur les humains, sur ses victimes. Puis je crois avoir vu des rapports sexuels aussi dans certains cas, malgré qu'on n'en parle pas du tout dans sa fiche Wikipédia. Il était vraiment malsain, il y a beaucoup de détails sur sa façon de procéder, avec des détails sur un peu plus gore sur ses meurtres que ben, je vous ai pas parlé dans cette vidéo-là, parce que ça m'écoeure. Fait que je vous invite à aller voir les autres liens. Tu sais, il y aurait assez d'informations pour faire une vidéo bien plus longue que ça, et déjà je trouve qu'elle est déjà assez longue, donc on va passer à la conclusion de son histoire, c'est-à-dire... Le procès et l'exécution de M. Holmes. Il a été pendu le 7 mai 1896, condamné à 35 ans. C'était quand même très jeune. Il est décédé et pendu à la prison de Moyamensing en Pennsylvanie. Et on sait qu'il a aussi fait des meurtres à Toronto, au Canada. C'est un des 27 qui aurait avoué après avoir connu sa condamnation. Et il a aussi avoué 6 autres tentatives de meurtre. Donc en échange de la confession de Holmes, il a été payé 7 500 $, donc c'est-à-dire l'équivalent de 200 000 $ aujourd'hui, à peu près, pour ses aveux au journal. Holmes, qui aime mener les gens en bateau, donne alors des versions contradictoires sur sa vie. Et d'abord, il dit qu'il est innocent, ensuite il dit qu'il est possédé par Satan. Et ce qui est fascinant, choquant, frustrant,
C'est la facilité avec laquelle Holmes mène en bateau et raconte ses mensonges à tout le monde, à tous les chercheurs qui sont impliqués, qui finalement ont beaucoup de difficultés à trouver la vérité, puis à faire les liens, puis à boucler l'histoire, quoi. Donc les gens ont beaucoup de difficultés à évaluer la véracité de ses dires et savoir sur quoi on peut se fier. Au moment d'être pendu, Holmes ne démontre aucune peur, aucun signe d'anxiété ni de dépression. Et pour plus de détails morbides, désolé si vous êtes fragile, moi-même je le suis, lors de sa pendaison, le cou de Holmes ne se fracture même pas. Et le condamné, M. Holmes, met plus de 15 minutes à mourir. Il est déclaré mort après 20 minutes, ce qui est assez long dans le cas d'une pendaison, là. Et malgré ce qu'il a osé faire, malgré la pourriture de cette âme-là, la dernière volonté de Holmes a été accordée. Quelle était sa dernière volonté? C'est dégueulasse. La dernière volonté de Holmes. Holmes, avec ses idées barbares, pervers, voulait que son corps, à lui, soit coulé dans du béton pour pas que personne puisse le disséquer et le torturer après sa mort, comme lui a fait à ses victimes. Et on lui a accordé! Il voulait pas que personne le mutile. L'enfoiré de tabarnak. Voilà, donc c'était tout pour l'histoire macabre, l'histoire d'horreur qu'est la vie de Monsieur Holmes et tous ses gestes. Il y a vraiment des gens qui vont pas bien là-dedans, là. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations, je sais que l'arrière-petit-fils de Holmes, qui a écrit le livre Bloodstains, qui affirme qu'il s'est inspiré à partir des journaux intimes, des récits intimes là, qui ont été transmis de génération en génération dans sa famille. Je sais pas. Tu sais, dans cet ouvrage-là, il fabule que Holmes serait en fait Jack l'Éventreur. On en parlera dans une autre vidéo peut-être si ça vous intéresse, Jack l'Éventreur. Ça serait sûrement intéressant d'en parler, ouais. Parce que Jack l'Éventreur, en fait, je vais en parler vite fait. C'est un tueur en série des années, je pense qu'il était comme connu en 1888, mais qu'on connaît fuck all sur lui. On sait qu'il sévit dans un district londonien, donc à Londres, en Angleterre, Royaume-Uni, dans ces coins-là, et c'est à peu près dans les mêmes années que le tueur Holmes était actif. Sauf qu'on sait rien sur Jack l'Éventreur, qui était son surnom évidemment. On sait pas sa date de naissance, on sait pas son nom à la naissance, on ne sait pas son décès ou la cause de son décès, on sait rien. C'était peut-être une des multiples identités de Holmes, qui sait. Il y a eu au moins 5 meurtres faits par cette personnalité-là. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo informative. Je vais en faire d'autres genres si vous mettez des pouces en l'air et écrivez-moi en commentaire des histoires sur lesquelles vous voudriez que je parle. J'avais pas vraiment parlé que de meurtres et de choses comme ça. C'est des trucs lourds, c'est des trucs trop négatifs, mais de cas extrêmes pour vraiment comprendre la psychologie de certaines personnes, je trouve ça quand même intéressant. Par contre, ça me lève un peu le cœur. Donc si vous voulez des sujets importants, mais pas axés sur la violence et le meurtre nécessairement, gênez-vous pas pour les écrire en commentaire ou m'envoyer un petit message privé sur ma page Facebook. Je vais mettre le lien aussi en barre d'infos. J'aimerais parler beaucoup des choses qui se passent mystérieuses dans le monde, dans notre gouvernement, dans la société. Donc si vous avez des idées, allez-y, j'en ai déjà une bonne liste de faites, mais j'attends de voir votre intérêt envers ce type de vidéo. Alors je vous dis à la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, bye bye! Là, la police, elle le retrouvait pas, bon, elle est allée à la dernière place, à sa dernière résidence, mais tu sais, il était pas là, bon. Sauf qu'ils ont réussi à savoir que dans le fond, il était docteur. Puis là, ils ont trouvé le fameux diplôme délivré à son nom dans le New Hampshire. Il s'est rendu, mais là, personne là-bas connaissait M. Holmes. Mais en décrivant le suspect, tout le monde reconnu M. Mudgett! Fait qu'il était allé au domicile de M. Mudgett, mais finalement, ils l'ont pas trouvé. Sa femme était là, puis elle semblait vraiment ignorer les activités noires de son mari, puis elle a dit que M. Holmes, ben, qui travaillait dans plusieurs pays, un peu partout, puis qui était inventeur. À ce moment même, il se trouvait à Boston. Bon, fait qu'en 94, il est arrêté. Alors que les policiers ont trouvé vraiment des affaires dégueulasses dans ce château-là. Ils étaient horrifiés. Sur la fameuse table de dissécation ensanglantée, il y avait des crânes, une omoplate, des côtes, un morceau de hanche. Il y a plein d'affaires qui jonchaient le sol. Dans une cuve d'acide, il y avait des os qui étaient en train de se dissoudre. Et au deuxième sous-sol, parce que... ouais, il y avait 3 grandes fosses remplies de restes humains impossibles à identifier. Les cadavres avaient été ensevelis dans de la chaux vive et ils formaient une masse inextricable. Là, parfois, tu voyais sortir un os ou la robe d'une fillette. Oh! Dans des caves adjacentes, ben, il se trouvait des vêtements tout
tachés de sang, des sous-vêtements, des montres, des boutons, des chaussures, et puis sous l'escalier, un ballon était rempli de cheveux de femmes qui laissaient deviner l'ampleur de l'horrible entreprise du docteur Holmes. Le procès a duré seulement 6 jours, près de Halloween en fait. Le jury a délibéré seulement 2 heures. En fait, 2h30. Ils se sont entendus sur le verdict en 1 minute. Et donc, le 30 novembre de 1895, il était même pas condamné à tout ce qu'il avait fait, mais il l'avait déjà condamné à la peine de mort anyway. Et là, même en prison, cet hostie d'écœurant-là, il marchandait avec genre les gardiens parce qu'il était full charmeur, puis les gardiens l'aimaient, puis il lui donnait des faveurs. Sérieux! Il lisait les journaux, il portait ses propres vêtements, puis il pouvait se faire procurer de la nourriture qui venait de l'extérieur. Une hostie de pourriture, là! Il a même demandé appel à la cour, mais ça a été refusé. Une crise de chance, là, sérieux, là! Ben ouais, parce qu'il pense être Satan, mais c'est pas juste des paroles en l'air, là, genre que... Il disait qu'il était possédé puis que son visage prenait la forme de Satan, qu'il s'allongeait, puis là tout le monde voulait voir ça. Le monde sont fous là. Il disait qu'il était convaincu de ne plus avoir rien d'humain en lui, qu'il était le diable même. Mais on sait pas s'il disait ça juste pour provoquer ou s'il pensait vraiment... Bref. La façon qu'il décrivait les meurtres qu'il avait soi-disant commis, il disait que celui de Benjamin Pitezel avait été le plus amusant à faire. What the fuck? Il disait que c'était un idiot intelligent qui faisait tout ce que je voulais. Ouais, non. Non, il a jamais démontré aucun signe de regret de quoi que ce soit. Même que juste avant son exécution, il y a 2 prêtres catholiques qui sont allés le voir dans une cellule. Puis il a accepté de communier, mais il a refusé totalement de se repentir pour ses crimes. Puis quand c'était le jour de son exécution, il y a genre une foule de gens qui se sont précipités là, puis qui étaient comme fans, en admiration morbide devant cet homme-là. La police a dû intervenir. Il distribuait des billets pour pouvoir se présenter sur place. C'est assez glauque, hein? Genre, non, je vais voir un spectacle. Mais le double s'était présenté. C'est comme, wow! Genre, toute la foule plaisantait, pis genre, c'était un show qu'il allait voir. C'était drôle. What the fuck? Pis là, Holmes, du haut de l'échafaud, genre, il se mit à parler. Pis là, tout le monde se tait comme si, genre, Dieu parle. Pis là, alors qu'il avait comme tout avoué, pis désavoué, pis avoué, l'affaire qu'il a dit avant de crever, là, c'est qu'il niait l'assassinat de Benjamin Pitezel, ou tous ses enfants. Pis là, les mains du bourreau tremblaient. Et puis, il a fait son charmeur, puis il a dit de façon très ironique, comme il faisait d'habitude, il a dit « Prenez votre temps, vieil homme. » Fait que c'est ça, il y a plein de monde qui voulait acheter son cerveau, puis étudier son corps, puis tout le kit. Mais sa dernière volonté avait été acceptée, donc non, désolé. Puis il avait demandé qu'il n'y ait rien qui vienne identifier comme l'emplacement de sa tombe. Ben, c'est ça aussi qui est arrivé. Rien. Il serait enterré au cimetière Holy Cross. Puis là, il y a plein de légendes autour de sa mort disant que, bon, quand son cou avait finalement brisé, qu'il y avait un éclair qui avait retenti au même moment. Puis il y a même des gens qui disent qu'il continue encore de faire ce qu'il faisait, tuer des gens, mais à partir de l'au-delà. Il disait que même, genre, s'il était mort et enterré dans du béton, que les gens qui avaient été impliqués dans son arrestation puis tout ça, ben qu'ils crevaient tous, un à un à cause de lui. Cette rumeur s'appelle la malédiction d'Holmes. Puis dans ce temps-là, ça avait ébranlé les esprits des plus sceptiques parce que, bon, c'était tellement big comme histoire, là. Puis genre, la seule personne qui restait qui pouvait peut-être donner plus d'informations, c'était le gardien du château. Sauf qu'en 1914, en fait, il s'est suicidé. Il s'appelait Pat Canelan. Donc les mystères de la Grande Demeure restèrent tous inexpliqués. Les parents de la victime suicidée disaient que son fils était tourmenté depuis des mois, il était hanté. Tu sais, imagine, t'es le gardien d'un château, est-ce qu'il se passe tout ça, là? Faut que tu vives avec ça après que t'as été le gardien de là, alors que t'es sûrement pas au courant de rien du tout. Ça doit vraiment être... Oh my god, ça doit être lourd à porter! Donc le château, tu sais, il avait été incendié par Holmes lui-même. Donc en 1938, ils l'ont complètement rasé. Et sur ça, je vous laisse sur les belles paroles de Holmes. Je suis né avec le diable en moi. Je ne pouvais nier le fait que j'étais un assassin. Pas plus que le poète ne peut nier l'inspiration
qui le pousse à chanter. Le jour où je suis né, le malin se tenait debout, près du lit. Et il a toujours été avec moi, depuis. C'est fini, Calice.